Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous allons faire en sorte de vous réveiller en douceur avec Christophe Jacquet et avec Vincent Henry qui va venir nous rejoindre. Voilà, alors hier dans le métro, porte de Versailles, en allant prendre mon train, donc mode de transport très écologique, j'ai vu une affiche avec cette phrase: si Bordeaux s'écrit au pluriel, c'est que nous sommes tous singuliers. Alors, il était question en fait de vin et non de livres, mais il s'agit bien ici, depuis hier soir et jusqu'à vendredi, pour ces nouvelles assises, de dire ce qui vous différencie, mais aussi ce qui vous réunit, à commencer par votre passion d'éditeur et votre goût de l'indépendance. Comme l'a dit Esther hier soir, il s'agit d'abord de partager des tableaux, des graphiques avec vous, de mettre des chiffres sur les réalités que vous vivez au quotidien, pour avoir des repères, pour, comme l'a exprimé un des répondants au questionnaire, pour se situer peut-être. En tout cas, elles seront ensuite illustrées par 6 portraits de maisons d'édition avec des modèles très variés grâce à Vincent Henry qui est à côté de moi, enfin qui sera à côté de moi. Voilà, donc cette première partie de l'étude est plus quantitative. Elle a été réalisée par Axial pour la Fédération des éditeurs des éditions indépendantes, avec le soutien du ministère de la Culture. Et nous les remercions pour leur confiance et pour leur collaboration tout au long de cette étude. Alors merci également aux 14 associations régionales d'éditeurs qui ont relayé le questionnaire, ainsi qu'à tous les partenaires, notamment la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, toutes les structures régionales du livre, et Livre Hebdo et Actualité qui s'en sont fait l'écho également. Rapidement, Axial, nous avons fêté nos 10 ans en 2024. Nous venons tous du livre et en connaissons bien les enjeux, et plus de 2/3 des acteurs du livre que nous accompagnons sont des maisons d'édition indépendantes. Voilà. Et donc pour cette étude, nous avons travaillé ensemble, Christophe et moi, mais il y a d'autres personnes d'Axial au cours de ces assises. Donc je rappelle les objectifs de cette étude, donc un état des lieux actualisé par rapport à celui qui avait été réalisé par David de Martis en 2023, analyser en particulier les équilibres financiers économiques, et puis nous ferons, Christophe en fait, fera un focus sur les dirigeantes et les dirigeants et vraiment les conditions d'exercice de leur métier plus précisément. Donc je vous rappelle les 4 conditions établies par la fédération pour être considéré comme un éditeur indépendant, donc ne pas dépasser un chiffre d'affaires annuel de 10 millions d'euros, publier à compte d'éditeur, disposer au moins d'une clôture comptable sur 2023, donc tous les chiffres sont sur l'exercice 2023, et avoir un rythme de publication régulier d'au moins un titre par an. Donc rapidement, la méthodologie, c'est une étude quantitative qui s'est déroulée, qui a été préparée, diffusée, analysée entre fin octobre et fin janvier 2025, avec 86 indicateurs. Et à la fin, il y avait une question ouverte dont on reparlera tout à l'heure. Donc j'en profite tout de suite pour vous dire que dans votre programme, vous avez un QR code, page 10, qui vous permettra d'accéder donc à cette présentation qui sera en plus avec quelques compléments. Notamment, nous avons fait en sorte de mettre en perspective un certain nombre de chiffres avec l'étude de 2023, mais aussi l'étude du ministère de la Culture sur la situation des maisons d'édition de petite et moyenne dimension, toutes les études qui ont été réalisées récemment en région et qui ont été synthétisées par la FIL très récemment. Et nous aurons une 3e strate avec, dès le mois de mars, la publication du rapport complet de l'étude. Alors, le taux de participation, il est tout à fait satisfaisant. Donc, nous avons recueilli 278 questionnaires et 104 liasses fiscales, ce qui permet d'avoir vraiment les chiffres très très précis.
Je rappelle que l'analyse de 2023 portait sur 213 répondants et 48 liasses fiscales. Donc, au moment de l'étude, il y avait officiellement 401 adhérents. Il y a aujourd'hui, donc, comme l'a dit Esther hier, 477 adhérents donc, pour la fédération. Donc, nous ferons une présentation en 3 parties, les caractéristiques principales, l'activité économique et le focus sur les dirigeantes et dirigeants. Donc, la répartition territoriale de nos 278 répondants, eh bien, on salue tout de suite les Hauts-de-France, voilà, puisque en proportion du nombre d'éditeurs recensés par la FIL, voilà, c'est la région qui a le plus répondu. Ensuite, Grand Est et Nouvelle-Aquitaine. On salue aussi l'Île-de-France qui a multiplié par 6 le nombre de répondants par rapport à l'étude 2023 où il n'y avait que 9 répondants. Et puis on a une pensée particulière pour les Pays de la Loire. Ensuite... Donc ça, c'est très important, en fait, puisque ça va vraiment structurer toute notre analyse. C'est donc la répartition des répondants par chiffre d'affaires. Alors, on parle bien du chiffre d'affaires livre 2023 et non pas du chiffre d'affaires global. On verra tout à l'heure qu'il y a quand même des différences. Voilà, c'est ça qui a permis de structurer, en fait, pas mal de réponses, et vous verrez que c'est très pertinent, en fait, selon les différentes questions. Et donc nous avons ajouté par rapport à l'étude 2023 une catégorie donc de chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros qui n'existait pas dans l'étude 2023. Donc en fait il suffit d'additionner A et B pour avoir la catégorie A de 2023. Donc ensuite on a catégorie donc chiffre d'affaires de 250 à 500 000 euros. Catégorie C, 75 000 à 250 000 euros, 25 à 75, et on termine par chiffre d'affaires à moins de 25 000 euros, donc chiffre d'affaires annuel livre 2023, donc 33% de l'échantillon, ce qui est vraiment équivalent. D'ailleurs, la structuration de l'échantillon est vraiment très comparable à celle de 2023. Voilà, et c'est ça qui va vraiment nous aider dans l'analyse. Donc, par rapport au niveau de chiffre d'affaires, donc on observe que l'ensemble de l'échantillon représente à peu près donc 30 millions d'euros au total pour l'ensemble des répondants, et que donc on peut calculer grâce à ça un chiffre d'affaires moyen. Alors ça va me permettre d'expliquer la différence entre moyen et médian. Chiffre d'affaires moyen donc de 164 000 euros et le chiffre d'affaires médian qui est bien inférieur, qui est 49 000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la moitié de l'échantillon réalise un chiffre d'affaires supérieur à 49 000 euros, l'autre moitié de l'échantillon réalise un chiffre d'affaires inférieur à 49 000 euros. Voilà. J'espère que c'est clair, parce que c'est une notion dont on va se resservir plusieurs fois. Cette notion, elle permet de lisser les cas un petit peu exceptionnels. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a des structures qui ont des chiffres très hors normes, le fait de travailler sur le chiffre médian permet d'évacuer ces cas particuliers. Voilà. Et donc, on voit que si on additionne catégorie D et E, donc moins de 75 000 euros, on est autour de 60% de l'échantillon, ce qui est quelque chose qu'on observe dans d'autres études, donc comme celle de 2023, mais aussi celle du ministère de la Culture et les chiffres synthétisés par la FIL pour toutes les régions. Alors, on va parler de l'ancienneté des maisons d'édition. Là, on voit qu'il y a aussi une bonne répartition de l'échantillon. Un âge médian donc de 14 ans, ce qui est aussi ce qu'on observe dans la plupart, dans les autres études. Et ce qui nous a paru intéressant, c'était justement de l'analyser par catégorie de chiffre d'affaires. Et ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, les structures les plus jeunes sont aussi celles qui réalisent le chiffre d'affaires le plus faible. Donc la question est de savoir effectivement si c'est grâce aux années qui passent qu'on consolide ce chiffre d'affaires. Est-ce que c'est le niveau de chiffre d'affaires qui est sur la longévité? C'est une question qui peut être posée. Donc
le statut juridique, là, comme en 2023, on observe une majorité, donc 72% de sociétés commerciales, par rapport à, donc, à 25% qui sont des associations. Le reste, ce sont des SCOP, SKIC, on va en reparler juste après. Ce qu'on observe, c'est que donc, parmi ces sociétés commerciales, vous en avez 39% qui sont sur un modèle unipersonnel. Donc unipersonnel, c'est, comme c'est écrit en bas, hein, URL, SASU, EI, micro-entreprise. Voilà, et c'est surtout les catégories D et E qui sont concernées par ce modèle unipersonnel, ce qui est assez logique. Et juste après, sur le statut, pardon. En fait, ce qu'on observe, c'est que plus le niveau de chiffre d'affaires est élevé, moins il y a d'associations, et que on observe donc un développement en fait des SCOP et des SKIC pour les catégories A et C, et plus particulièrement encore pour les catégories B. Donc, vous avez remarqué en bas, vous avez à chaque fois rappelé à quoi correspondent les catégories de chiffre d'affaires. Autre caractéristique de l'échantillon, donc l'adhésion à des fédérations ou à des associations, donc très majoritairement les associations régionales d'éditeurs, et en fait on a considéré que c'était ces 157 étaient justement des adhérents de la Fédération des éditions indépendantes, puisque automatiquement, si vous êtes adhérent à une association régionale d'éditeurs, vous êtes adhérent à la fédération. Alors oui, ça nous a... c'est une question qu'a souhaité poser la fédération et qui est vraiment intéressante aussi. C'est vraiment les conditions d'exercice matériel de votre métier. Et donc, vous remarquerez, donc, dans l'échantillon, vous avez 66% des éditeurs qui travaillent chez eux. Et, comme on pourrait s'en douter, 83% pour ce qui compte les catégories D et E. Sur les dernières caractéristiques, les domaines éditoriaux, là aussi, on va avoir une forte proportion en littérature, donc 37%. Sachant que là, c'est vraiment littérature au sens très large du terme, hein, puisque ça comprend aussi la poésie, qui souvent est un des domaines éditoriaux qui revient. Ce qu'on observe, c'est qu'ensuite, donc, on a la jeunesse aussi, comme souvent et classiquement sur l'ensemble du marché, de toute façon. Mais sciences humaines et sociales et arts et polis viennent avant la bande dessinée. Alors là, il s'agit bien du domaine éditorial qui est cité en premier, parce qu'on avait fait la distinction entre voilà, les différents domaines éditoriaux. Je ne sais pas si tu peux peut-être ajouter des choses sur ce qui est écrit sur la colonne de droite, Christophe. Il y a quelques spécificités, effectivement, selon les catégories. En tout cas, effectivement, ce qu'on observe, c'est que effectivement, la littérature n'est pas forcément le domaine éditorial le plus représenté pour les catégories A, et qu'en revanche, c'est le cas pour les catégories E. Voilà. Et les bandes dessinées sont plutôt effectivement dans les catégories A et B, parce que ça suppose effectivement des investissements assez conséquents. Alors, on va terminer pour les caractéristiques sur les effectifs. Avec cette idée donc de répartition entre salariat et bénévolat. La catégorie effectivement a une influence sur la répartition entre salariat et bénévolat, comme vous pouvez le voir. Donc salarié, c'est en jaune, et que donc en fait en moyenne, en tout cas, l'effectif qui donc inclut salariés et bénévoles est de 2 équivalents temps plein, donc ETP. Par maison. Et juste après, on va aussi voir que par rapport au salariat, 46% des maisons donc, emploient des salariés. C'était un chiffre un peu plus faible en 2023, c'est plutôt 32%. Par contre, on a effectivement la création donc, par ces maisons d'édition donc, qui ont des salariés de 294 emplois, soit 250,3 équivalent temps plein. Et ça, par contre, c'est un chiffre qu'on retrouvait en 2023 qui était de 251 ETP. Voilà à peu près sur les caractéristiques. Je passe à la partie sur l'activité économique. Donc sur le rythme de publication. Donc on observe une moyenne de
14 publications par an, et là on a bien distingué les différents types de publications. Donc vous avez les véritables nouveautés, donc des créations, ce qui sont des nouveautés mais des achats de droits. Et là on voit vraiment une différence notable pour la catégorie A, hein, c'est ce qui est en jaune. Ensuite donc vous avez des nouvelles éditions, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des réimpressions, ce sont vraiment voilà, des éditions qui sont suffisamment différentes avec un nouvel ISBN, c'est ça ? Oui, alors dans le questionnaire, on avait mis une définition pour ce qu'on appelle des nouvelles éditions. On avait expliqué que c'était une réédition qui comporte des changements substantiels par rapport à l'édition précédente, format, couverture, sommaire. Voilà. Et donc on observe donc une grande différence entre les catégories A, B et C et les catégories D et E. Mais vous voyez que c'est évidemment lié au différentiel en nouveauté, mais aussi donc ce différentiel sur les achats de droits, et on le retrouvera aussi après plus tard pour les cessions de droits. Le nombre total donc de titres, donc l'ensemble des répondants représente donc 3666 titres. Et donc le tirage médian est de 700 exemplaires, le tirage moyen de 1200 exemplaires. Voilà, c'est un chiffre qui est, je dirais, plutôt plus bas que celui de 2023, mais encore une fois, on ne peut pas totalement comparer puisque c'est pas tout à fait le même échantillon. Je vous rappelle qu'effectivement, pour les statistiques du syndicat national de l'édition, on est autour de 7000 pour une nouveauté et 2000 pour une réimpression. Alors, sur la rémunération des auteurs, donc 65% des éditeurs versent des avaloirs, donc on a un tiers, donc on verse parfois ou toujours des avaloirs, avec donc un montant moyen de 1250 €. Mais vous voyez là aussi les modifications selon les catégories de chiffre d'affaires. Pour le montant, on se situe entre 7,6% et 9,4%. Je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de maisons de littérature dans la catégorie E explique aussi ce 9,4%, parce que c'est vrai qu'en littérature, on est souvent autour de 10%. Voilà en tout cas comment ça se répartit. Alors, sur la diffusion-distribution, on a donc à peu près une équivalence, enfin, donc 48% en diffusion déléguée et donc 52% en autodiffusion, 58% en distribution déléguée, 42% en autodistribution. Donc, on a toujours plus d'éditeurs distribués que diffusés. En général, c'est assez automatique. Dès lors qu'on délègue sa diffusion, on a déjà... De toute façon, on délègue en même temps sa distribution. Ce qui est à noter, c'est que quand même 24% des éditeurs autodiffusés ont délégué leur distribution, tout en restant en autodiffusion. Et ensuite, donc, on va aussi avoir une analyse par catégorie de chiffre d'affaires. Et on voit que, effectivement, c'est essentiellement dans la catégorie E qu'on est vraiment... pour 2/3 en autodiffusion, mais que il y a quand même presque 50% qui sont passés en distribution déléguée. Alors, ce qui nous a paru aussi intéressant, c'est de demander qui étaient les diffuseurs-distributeurs. Et donc, ce qui nous a frappé, c'est que effectivement, ce sont essentiellement des diffuseurs-distributeurs, je dirais, de toutes sortes, mais pas les poids lourds, enfin, entre guillemets, du métier, donc que nous citons, mais plutôt, alors je vais sûrement en oublier, hein, donc Harmonia Mundi, Belles Lettres, Pollen, Macassar, Serendip, CED, Géodif, Cartothèque et j'en passe. Voilà. Et donc ces 10 poids lourds ne représentent que 14% des prestataires pour la diffusion et 22% des prestataires pour la distribution. Ce qui est important à souligner, puisqu'on va beaucoup parler de chaîne du livre et donc de la vitalité de ces acteurs de la diffusion-distribution. On voit que c'est vraiment un facteur clé pour l'indépendance.
Et comme on pourrait s'y attendre, effectivement, lorsqu'on est en autodiffusion, on a un taux de retour très très faible. C'est vrai qu'on maîtrise sa diffusion et donc une remise moyenne autour de 33%, alors que dès lors qu'on est en diffusion déléguée, on a un taux de retour qui est assez conforme, peut-être un petit peu plus élevé, peut-être que d'après les statistiques du SNE, on est plutôt autour de 20%. Aujourd'hui, mais avec une remise moyenne dès lors de plutôt plus de 50%, voire 55% pour cette partie. Alors justement, donc je disais, le chiffre d'affaires livre et le chiffre d'affaires total ne sont pas les mêmes. On est plutôt autour de 34 millions 182, très exactement, au total pour l'échantillon, pour ceux qui nous ont déclaré leur chiffre d'affaires, évidemment. Et donc cette part du livre est de 88% en moyenne, mais vous voyez aussi là ce qu'on va retrouver ailleurs, la différence selon les catégories de chiffre d'affaires. On va voir que plus on a un chiffre d'affaires faible, plus on a d'autres activités, en fait. Et donc en catégorie E, effectivement, on a dû neutraliser un cas particulier parce que effectivement c'était une maison d'édition qui faisait un chiffre d'affaires total équivalent à presque l'ensemble de la catégorie, en fait. Donc voilà. On a écarté une structure qui faisait plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires total pour un chiffre d'affaires livre qui était inférieur à 20 000 euros. Donc on est vraiment là dans une configuration très particulière qui faussait un petit peu les chiffres. Voilà. Donc dans ce graphe, on l'a retiré. Voilà. Et donc lorsque l'on fait autre chose que des livres, que fait-on ? Eh bien, donc, pour les 42% de maisons qui ont déclaré avoir d'autres activités que l'édition, en fait, on a différents types d'activités, donc soit on a considéré comme des prestations de services, mais liées au livre, comme le graphisme, la rédaction, le conseil éditorial, ou tout ce qui est éventuellement, par exemple, enregistrement de livres audio ou production audiovisuelle, etc. On remarque que 49%, donc il y a plusieurs réponses possibles, hein, bien sûr, 49% se consacrent à des animations autour du livre et de la lecture, donc ça c'est vraiment ce qui est le plus important dans les autres activités. Ensuite, on a des activités qui ne sont pas véritablement donc de l'édition, mais qui restent quand même liées à la maison d'édition, c'est pas quelque chose qu'on fait pour d'autres. Donc comme l'édition de revues, de presse, de librairies, de monter des expositions, d'avoir des résidences par exemple. Et enfin, donc on a des activités donc plutôt de service, on peut dire, mais moins liées vraiment à l'édition à proprement parler, donc qui sont des activités de formation ou de relations, communication, relations médias. Et enfin, on a quand même pour 15% des activités de diffusion-distribution, donc liées à l'activité d'éditeur. Alors c'est toujours difficile de demander la répartition du chiffre d'affaires par circuit de vente. D'abord parce que, surtout quand on est en diffusion déléguée, on n'a pas forcément tout à fait de visibilité précise. Par contre, ça nous paraissait important, et là pour le coup les éditeurs peuvent répondre, quelle est la part des ventes directes dans leur chiffre d'affaires. Et donc on remarque que c'est en médiane 30% du chiffre d'affaires, mais vous voyez que c'est extrêmement différent selon les catégories de chiffre d'affaires, puisque plus le chiffre d'affaires augmente et plus la part des ventes directes diminue. Donc elle est presque équivalente dans la catégorie E. Et donc évidemment les modalités de diffusion ont une incidence directe sur cette proportion, puisque évidemment si vous êtes en autodiffusion, vous faites automatiquement plus de ventes directes, que ce soit donc par votre site, par les salons, bien sûr on va en reparler, des partenariats et même du financement participatif éventuellement. Et donc justement pour les salons, 90%, ça c'est ce qu'on peut observer dans d'autres études, des maisons d'édition participent à des salons, des festivals, soit donc une moyenne de 7 manifestations par an. Mais on remarque que en catégorie A, on a plutôt un peu moins de maisons d'édition qui participent à des salons.
sur les cessions de droits, ça nous a paru vraiment voilà, quelque chose de une sorte de porte, enfin d'oxygène en fait pour les maisons, puisque on a donc 36% des maisons qui réalisent des cessions de droits sur ces 3 dernières années, et plus particulièrement évidemment sur les catégories A et B, mais pas seulement. Comme vous pouvez le voir, ce sont essentiellement des traductions, et là c'est quelles que soient les catégories de maisons, et ensuite viennent plutôt le poche. Et par contre, les livres audio concernent moins les catégories D, E, et audiovisuel ne concerne que les catégories A, B et C. Et enfin, pour terminer sur les cessions de droits, pour avoir une idée d'un petit peu des montants, on voit qu'il y a vraiment un cap, une bascule qui se fait quand on est à plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires. On a vraiment des montants vraiment supérieurs dans ce cas-là pour les catégories A et B, et que ça peut représenter pour ces catégories-là un revenu complémentaire de 7%, voire davantage, évidemment, c'est une moyenne, je pense. Alors, les aides perçues. Eh bien, 67% des répondants ont déclaré donc avoir perçu des aides publiques pour un montant médian de 6 000 euros. Donc, je rappelle, ça veut dire que la moitié a perçu moins, la moitié a perçu plus. Et donc 64% reçoivent tous les ans et 15% tous les 2 ans. Donc la première structure, donc les premières structures qui versent ces aides, ce sont les régions, donc 76% des répondants. Ensuite, le Centre national du livre, avec 46% des répondants, les DRAC, l'État, donc 39% des répondants. Et puis il y a d'autres sources possibles, notamment donc des aides privées. Je pense à certains éditeurs d'art, et Vincent pourra nous en parler, je pense, pour une des maisons concernées par les portraits. Par exemple, des fondations. Quant au montant, vous avez une moyenne en fait de 16 500 euros, toutes aides confondues, et vous voyez que ce sont plutôt les catégories B et C en fait qui perçoivent des aides. Donc on peut peut-être considérer que les catégories A ont moins besoin, toute proportion gardée, d'aide, et que les catégories D et E y ont moins accès. C'est une des interprétations possibles pour ces aides. Et je vais laisser la parole à Christophe pour les aspects très financiers. Les principales charges d'exploitation. Les questions et l'analyse des liasses fiscales se sont concentrées sur 4 types de dépenses. Les coûts d'impression des livres, le poids des droits d'auteur, la masse salariale et les coûts d'expédition, et la promotion et le marketing. Pour estimer le poids de ces différentes dépenses, une petite précision. Donc les pourcentages que vous allez voir pour l'impression et pour les droits d'auteur ont été rapportés bien évidemment au chiffre d'affaires livre. Pour le reste, se poser la question des maisons, des structures qui ont une activité autre que celle de l'édition. Donc comment déterminer le poids de la masse salariale consacrée à l'édition pour ces structures-là, ce n'est pas possible. Donc pour la masse salariale, les coûts d'expédition et promo marketing, les dépenses ont été ramenées au chiffre d'affaires total de la structure, édition et hors édition. Les résultats obtenus sont les suivants. Les coûts d'impression pèsent 32% du chiffre d'affaires livre, avec des différences notables d'une catégorie à l'autre. Les coûts d'impression, c'est 28% pour les catégories A et B, donc qui ont le plus gros chiffre d'affaires. En revanche, pour les catégories E, ça monte à 81% du chiffre d'affaires livre. Alors tout à l'heure, on vous a parlé d'un cas particulier. Si on met de côté ce cas particulier qui est dans la catégorie E, les coûts d'impression représentent non pas 81%, mais 73%. Donc 73%, c'est le poids des coûts d'impression corrigés.
Les droits d'auteur représentent en moyenne 16% du chiffre d'affaires livre. Et à ce stade, je marque une petite pause pour parler des structures de la catégorie E, parce que si on additionne déjà le poids des coûts d'impression et le poids des droits d'auteur pour la catégorie E, donc 81% et 16%, on arrive déjà à 98% du chiffre d'affaires livre. D'où l'importance d'avoir d'autres activités. D'où l'importance d'avoir des autres activités, et se pose la question de la rentabilité de l'activité éditoriale stricto sensu. La masse salariale, donc c'est hors charge sociale, pèse 20% du chiffre d'affaires total. Les coûts d'expédition et de pro-marketing en cumul représentent 10%. C'est grosso modo 5% pour les coûts d'expédition. Les coûts d'expédition, on a été regarder la ligne affranchissement et transport sur vente. Et pareil, à peu près 5% pour promotion marketing. Vous avez un graphe un petit peu compliqué à lire, donc je vous laisserai le regarder à tête reposée. En revanche, on peut déjà dire quelque chose. Donc les barres orange clair représentent le chiffre d'affaires livre. La barre de droite multicolore représente les différentes charges que nous avons évoquées. On s'aperçoit visuellement sur le graphique qu'on a plutôt un écart entre les deux, entre le chiffre d'affaires livre et les dépenses, un écart favorable pour les catégories A, B et C, donc avec un chiffre d'affaires livre qui est au-delà des charges d'exploitation. Pour la catégorie D, on est grosso modo à jeu égal. Les charges d'exploitation correspondent grosso modo au niveau du chiffre d'affaires livre. Et en revanche, comme je l'ai déjà souligné, sur la catégorie E, on a un déficit avec des charges qui sont bien supérieures au chiffre d'affaires livre. Le financement, un sujet important, 56% de l'ensemble des répondants disent avoir eu recours à l'emprunt. Alors vous voyez sur le graphe à côté, c'est variable d'une catégorie à l'autre. 56% c'est la moyenne. Sur la catégorie C, on monte à 80%. Hors PGE, qui est un dispositif un petit peu exceptionnel, on est à 40% de recours à l'emprunt. Sur les sources de financement, une certaine diversification. Alors bien évidemment, on va retrouver les emprunts bancaires à 34% et le PGE à 36%, donc ils font à peu près jeu égal. Et ce qui ressort des citations, c'est l'emploi du compte courant associé pour se financer, donc dans 44% des cas. Le résultat net comptable. Donc vous avez un petit tableau avec des pourcentages où en fait nous avons pris l'ensemble des résultats déclarés que nous avons rapportés à l'ensemble du chiffre d'affaires déclaré. On peut tout de suite constater que le niveau de rentabilité est globalement fragile, pour pas dire plus. Alors un chiffre qui surprend un petit peu dans ce tableau, c'est les 7,7% pour la catégorie E, qui bénéficie effectivement de l'apport des autres activités hors édition. Maintenant, les 7,7%, ça peut paraître beaucoup. Quand on fait une moyenne par répondant, ça donne un résultat net en moyenne de 2200 € par structure. Donc les 7,7% sont à prendre avec des pincettes. Mais dans ce tableau, il s'agit de moyenne. Donc elle prend en compte certaines structures qui affichent des pertes très importantes et qui viennent un petit peu plomber les pourcentages. Donc on a regardé un petit peu ensuite en détail ceux qui avaient déclaré des résultats, ceux qui étaient en résultats négatifs et ceux qui étaient en résultats positifs. On a quand même une majorité de répondants qui déclarent des résultats, qui affichent des résultats bénéficiaires, donc 61% des maisons.
sur les structures qui annoncent un bénéfice, ne figurent pas sur la slide certains chiffres que je vais vous donner. Donc pour les maisons de la catégorie A qui sont bénéficiaires, c'est un bénéfice moyen de 46 000 €. Pour la catégorie B, on divise par 2, on est sur un bénéfice positif moyen de 23 000 €. Sur la catégorie C, on redivise par 2, on est sur un bénéfice moyen de 11 000 €. Sur la catégorie D, sur un bénéfice moyen de 4 500 €, donc on redivise par 2. Et puis un petit sursaut pour la catégorie E, où les structures bénéficiaires affichent en moyenne un résultat positif de 6 800 €. Toutes catégories confondues, les répondants qui affichent un résultat positif, il s'agit d'un chiffre moyen de 12 700 €. Donc c'est pas non plus des fortunes. Il ne faut pas oublier, là nous avons parlé des structures qui dégagent du bénéfice, il ne faut pas oublier que nous avons 39% des répondants qui affichent un résultat négatif. Pour rebondir sur le dessin qu'on vient de voir, oui, nous remercions Pat et Ambre pour cette présentation aux couleurs très acidulées. Un petit focus sur les dirigeants. 43% de femmes, 57% d'hommes. En termes d'âge, la moitié à plus de 50 ans, la moitié à moins de 50 ans. En revanche, une très grosse majorité, les 3/4, ont plus de 6 ans d'expérience en tant que dirigeants de maisons d'édition, et ceci, quelle que soit la catégorie. Donc nous avons des dirigeants expérimentés. Le statut de travailleur salarié est peu représenté, donc au global, sur l'ensemble des répondants, 16%. Les travailleurs non salariés, 42%, et le autre, 42%. C'est quoi le autre? C'est essentiellement des bénévoles, dans 3 cas sur 4. Et le reste, on va dire, c'est essentiellement des dirigeants qui sont à la retraite. Si on regarde en revanche cette répartition des statuts varie énormément d'une catégorie à l'autre. Le statut de travailleur salarié concerne 47% des catégories A et B, donc c'est quand même la majorité. En revanche, il est très très minoritaire dans les structures de catégories D et E. Donc vous voyez 9% et 2% dans ces catégories-là au titre de travailleurs salariés. En revanche, dans ces catégories, c'est compensé par une forte proportion du bénévolat, comme le montre le graphe. Les autres activités des dirigeants de maisons d'édition, on en a presque 1 sur 2 qui déclare avoir une activité en parallèle de son activité d'éditeur. Alors bien évidemment, ce pourcentage, il augmente plus le chiffre d'affaires livre est faible. Donc on arrive à 62, dans la catégorie E, à 62% des dirigeants qui ont une activité en parallèle de leur travail éditorial. Sur ces dirigeants qui déclarent une autre activité, c'est essentiellement par nécessité. Donc dans 61% des cas, c'est par nécessité, et dans 39% des cas, c'est par choix. Alors des fois, vous avez des répondants qui ont déclaré à la fois et par choix et par nécessité. Alors on peut voir que sur les catégories A et B, c'est à 100% par choix. Alors sur la catégorie B, il y a un petit peu aussi à la fois par nécessité, mais c'est par choix également. En revanche, dans les structures catégorie C à E, on est à 30 à 50% de dirigeants qui ont une autre activité par choix. Donc c'est plus par nécessité dans leur cas. La rémunération des dirigeants, 92% des répondants déclarent avoir perçu une rémunération de la part de la structure. Une rémunération, c'est au sens large, ça peut être des salaires, ça peut être des honoraires,
ça peut être des dividendes. Dans tous les cas, c'est dans 2 cas sur 3, ils perçoivent ces rémunérations de manière irrégulière. C'est essentiellement dans les structures de catégorie C, D et E. La moitié en termes de montant, la moitié des répondants déclarent percevoir un montant annuel inférieur à 15 000 euros. Les rémunérations au-delà de 40 000 euros ne concernent que les structures de la catégorie A. Quand on dit la moitié des répondants ont moins de 15 000 euros par an, vous pouvez regarder sur le graphe les catégories C, D et E. Donc on est à 50% pour la catégorie C, 73% pour la catégorie D et 90% de la catégorie E qui perçoivent donc moins de 15 000 euros par an. Cette rémunération, donc on parlait d'une rémunération par la structure, on a vu par ailleurs que les dirigeants avaient souvent une activité en parallèle. Donc on a essayé de mesurer le poids de ces revenus au titre de l'activité éditoriale par rapport à l'ensemble des revenus du dirigeant. Pour 47% des répondants, ces revenus vraiment liés à l'activité éditoriale représentent moins de la moitié de la rémunération totale. Ça monte à 100% pour la catégorie E. Donc pour la catégorie E, les revenus tirés de l'activité éditoriale représentent systématiquement moins de la moitié des revenus du dirigeant. Pourtant, on ne peut pas dire que les dirigeants chôment. Ils ont un emploi du temps très... C'est même pas quand est-ce qu'ils dorment, en fait. Oui, on ne sait pas. La durée hebdomadaire du travail, toute activité confondue, donc éditoriale, activité éditoriale et autres, 72% travaillent au-delà des 35 heures. Alors je vous rappelle, 47% des dirigeants de maisons d'édition ont une activité en parallèle. Le temps moyen consacré par le dirigeant à l'activité éditoriale à proprement parler sur une année, les 2/3 y consacrent au moins un temps plein. Voire plus. Si on regarde les dirigeants qui ont plusieurs activités, le pourcentage diminue, on est à 50%. Et en revanche, si le dirigeant n'a pas d'autres activités, on est à 80% des dirigeants qui passent un temps plein. Le dirigeant ne s'arrête pas de travailler le week-end. Le week-end, que fait-il? Il va aller sur des salons. Indépendamment de la taille de la maison, un dirigeant va passer en moyenne 6 week-ends par an à fréquenter salons et festivals. 6 week-ends par an, on le constate quelle que soit la catégorie, peut-être à l'exception de la catégorie C, où on est là sur 8 week-ends par an, mais je vais vous expliquer pourquoi. Si on fait la moyenne, là on est en valeur médiane, si on fait la moyenne, on est sur à peu près 9 week-ends par an. Pourquoi la moyenne est supérieure à la médiane? C'est parce qu'on a 5% des répondants qui déclarent un nombre de week-ends très important, plus de au moins 25 week-ends par an. Donc c'est 5% des répondants et ils appartiennent tous à la catégorie D, ce qui fait mathématiquement monter la moyenne. On a regardé si autodiffusion ou diffusion allait changer quelque chose sur la fréquentation des salons et des festivals. Que nenni, on reste sur un nombre médian à 6 week-ends par an, à l'exception de la catégorie C, où en cas d'autodiffusion, on monte à 10 week-ends par an. Et en cas de diffusion déléguée, on retombe sur la moyenne de 6 week-ends par an.
On va terminer avec des portraits types. Alors, c'est des espèces de portraits robots. En fait, on a pris les faits saillants de chacune des catégories pour essayer de faire un portrait type. Donc, vous voyez les 5 portraits types par catégorie. Pour résumer, sur la ligne du haut, donc catégorie A à C, on est donc sur un chiffre... Alors, en résumé, c'est les maisons qui ont un chiffre d'affaires livre au-delà des 75 000 euros. Les points communs, un chiffre d'affaires livre qui représente 90 à 95% du chiffre d'affaires total de la structure. Des ventes directes qui représentent de 10 à 20% du chiffre d'affaires livre. Il s'agit de SARL. Les dirigeants sont des travailleurs salariés, sauf sur la catégorie C où on est en travailleurs non salariés. Ils n'ont pas d'autre activité à côté de leur activité d'éditeur. Les revenus qu'ils en tirent correspondent à l'essentiel de leur rémunération totale. Et cette rémunération, eh ben, vous le voyez, elle varie en fonction de ces 3 catégories. Et elle baisse au fur et à mesure que le chiffre d'affaires de l'activité livre baisse. Donc on est au-delà de 40 000 euros pour la catégorie A, entre 25 et 40 000 euros sur la catégorie B, et on redescend sous le palier des 15 000 euros pour la catégorie C. Pour les catégories D et E, donc elles ont des profils un petit peu différents. D'abord une activité hors édition significative qui va peser entre 25% et 60% de leur chiffre d'affaires total. Des ventes directes plus importantes que pour les 3 autres, entre 30 et 45%. Plutôt, c'est généralement un caractère associatif, donc des associations, plutôt autodiffusées. Quant aux dirigeants, c'est des travailleurs non salariés ou des bénévoles qui touchent dans les 2 cas une rémunération de manière irrégulière et pour un montant qui ne dépasse pas les 15 000 euros par an. Voilà pour les portraits robots des 5 catégories. Voilà, donc on espère que Vincent va venir nous rejoindre pour les 6 portraits, cette fois de maison d'édition. Vincent. Mais donc en conclusion, on souhaitait partager avec vous donc quelques verbatim, comme on dit, puisque nous avions posé une question ouverte à la fin du questionnaire qui était: avez-vous des remarques à partager sur votre activité d'éditeur? Donc nous vous laisserons les découvrir. Nous vous laisserons les découvrir donc plus en détail, enfin quand on aura l'image. Vous vous plaisent pas nos couleurs? Voilà. Donc en tout cas vous verrez, c'est vraiment la solitude de l'éditeur de fond, hein, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de verbatim qui expriment vraiment des doutes, des inquiétudes. Donc un contexte qui devient vraiment difficile et puis évidemment voilà, donc ça c'est plutôt côté doute et inquiétude, mais il y a toujours des couleurs. Et puis l'autre versant, eh bien ce sont voilà, des passions qui s'expriment, qui se partagent, une envie d'avancer collectivement et individuellement. Voilà, ça c'est vraiment ce qui ressort, et je pense que c'est ce qui va ressortir tout au long de ces assises. C'est dur, mais on n'a pas envie de faire autre chose en fait. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est un avant-goût en fait de ce qui va nourrir ces journées. Et puis comme nous sommes entre gens du livre, nous nous sommes permis quelques conseils de lecture pour prolonger. Voilà, donc un éditeur québécois, et donc on avait failli appeler ça le luxe de l'indépendance, on a préféré le prix de l'indépendance, mais et puis des numéros récents de revues. Voilà, et donc pour conclure, et avant de laisser la parole à Vincent pour les 6 portraits de maison d'édition, parce qu'au-delà des chiffres que nous venons de partager, il y a avant tout des femmes et des hommes qui ont choisi ce beau mais dur métier.
et parce que l'édition, c'est une affaire de création, mais aussi de transmission, je me permets d'évoquer mon arrière-grand-père, Ernest Dezet, né à Bordeaux en 1875. Il a 250 ans, donc, il est devenu ouvrier typographe à l'Imprimerie nationale et membre très actif du syndicat du livre. Et puis, comme nous sommes en pays de Gascogne, je citerai pour finir quelques vers de Cyrano de Bergerac. Rêver, rire, passer, être seul, être libre, travailler sans souci de gloire, de fortune, et modeste d'ailleurs se dire sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Merci de votre attention. Je pense qu'on va enchaîner avec Vincent, et puis s'il y a un petit peu de temps pour les questions, ce sera à la fin. Bonjour, merci. Alors après ces chiffres, on va rester un peu dans l'univers du chiffre, mais on avait envie de mettre un peu de chair, un peu d'humain autour de tout ça. Sortir des portraits robots pour être sur des vrais portraits. Et donc, nous allons vous présenter 6 petites maisons d'édition que nous avons essayé d'être représentatives. Merci à elle d'avoir accepté de jouer le jeu, de la transparence, de prendre le temps de répondre à mes questions. Donc moi je m'appelle Vincent Henry, je suis créateur d'une maison d'édition qui s'appelle La Boîte à Bulles. Je suis tombé dans la bande dessinée quand j'étais tout petit, ça m'a pas rendu super-héros, mais ça m'a rendu éditeur sur le tard. Par contre, j'ai eu le malheur d'expliquer à Esther et à Dominique que j'avais un petit peu de connaissances en finance de mon ancienne époque. Et du coup, ils m'ont collé à cette présentation. Je les remercie aussi. Voilà. Il faut jamais dire qu'on sait faire des choses. Alors, les 6 maisons d'édition qui ont été choisies, on a essayé de les avoir représentatives. C'est-à-dire avec des chiffres d'affaires variés. Alors, je suis désolé, il n'y a tout de même pas d'entreprise de niveau E, et de statuts assez variés, et là on n'a pas d'association, donc il nous manque juste cet angle mort, on en est désolé. Par contre, on couvre bien la France, de Limoges à Toulouse, en passant par la Meuse, Paris et Nantes, et avec des domaines éditoriaux extrêmement variés, puisqu'on parle de bande dessinée, on parle d'art, on parle de littérature, et même de livres pratiques et d'écologie. Et bien sûr de jeunesse. Alors, ces 6 maisons d'édition que je vais vous détailler, elles ont en commun, par exemple, que effectivement, comme ça a été présenté, eh bien, leurs dirigeants ne sont pas des patrons du CAC 40. Ils travaillent sans doute autant qu'eux, mais par contre, ils ont une rémunération qui est extrêmement inférieure, puisqu'on est plutôt dans les horizons du SMIC. Voilà. Une moitié d'entre eux est en autodiffusion et l'autre moitié est en diffusion déléguée. Et on verra effectivement dans les chiffres que ça donne des choses très différentes. Alors à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par la bande dessinée. Avec les éditions Ça et Là. Les éditions Ça et Là, elles sont spécialisées dans la bande dessinée ou le roman graphique venu de pays étrangers. Serge Handvik, qui a créé la maison d'édition, un système de tri très simple sur les œuvres. Il ne faut pas avoir de passeport français pour avoir le droit d'éditer chez lui. Sinon, il réoriente les auteurs vers d'autres maisons d'édition. Cette maison d'édition est très prestigieuse. Elle a fait un exploit, par exemple, c'est qu'en 2023 et 2024, elle a enchaîné 2 prix d'Angoulême, 2 Fauves d'or, ce qui s'était jamais vu, en particulier avec La couleur des choses. Tous les éditeurs ont une histoire personnelle et viennent d'horizons différents. Serge, lui, avait commencé dans le film d'animation et il trouvait que c'était une trop grosse machine. Et il avait donc décidé de basculer vers la bande dessinée. Voilà. Il a démarré avec beaucoup d'achats de droits, mais aujourd'hui, il a une telle reconnaissance que certains auteurs étrangers viennent le voir et que de plus en plus, il fait de la création.
Et même à travers les achats de droits, il réussit à avoir des auteurs fidèles. C'est-à-dire que tous les livres d'un auteur américain vont se retrouver chez lui, quel que soit, même si c'est pas l'éditeur d'origine. En France, la traduction sera par les éditions ça et là. Voilà. Les créations qu'il a génèrent des droits. Le chiffre que je vous présente, qui est celui de 2023, il est totalement, anecdotique dans la vie de la maison d'édition, puisque c'est le moment où il a eu son 2e prix d'Angoulême et que ça fait un cumul. Et la maison d'édition est donc montée à 860 000 € de chiffre d'affaires. Par contre, l'argent a été réinvesti pour promouvoir les livres, etc. Et du coup, le résultat financier n'est pas énorme, puisqu'il n'est que de 1%. La société a été créée comme une société commerciale et aujourd'hui passée en SCOP. Serge trouvant que travailler seul c'était toujours un peu fatigant et qu'il valait mieux décider ensemble, partager les décisions et attacher les salariés, puisqu'il a grossi grâce à ces bons résultats et il a voulu que ses salariés deviennent eux-mêmes actionnaires de la société. Donc il est passé en SCOP il y a un mois à peu près. Pour les 20 ans de la société, puisque la société a été créée en 2005, ils ont fait une présentation assez ludique. Et en particulier, ce slide-là qui me plaît énormément, qui est vraiment l'aventure d'une maison d'édition. C'est-à-dire que effectivement, en 2023, on voit qu'ils ont atteint des sommets, mais vous avez 2 bulles noires qui vous montrent que 2 fois dans l'histoire de ça et là, il a failli déposer le bilan. Et il s'en est tiré, en particulier en 2018-2019, en appelant tous les lecteurs à se mobiliser et à acheter des livres en direct, avec des livres offerts, etc., pour réussir à passer le cap. Donc oui, on arrive à avoir des choses magnifiques, avec une rentabilité forte certaines années, mais on passe par des trous noirs qui vous amènent près du précipice. Dans son chiffre d'affaires, on voit, comme il a une diffusion déléguée, il est aux belles lettres depuis la création de la société, on voit, comme l'ont dit donc mes prédécesseurs, que la plupart des ventes se font via le diffuseur-distributeur et non pas en direct. Les ventes directes sont 13%, essentiellement à l'occasion de festivals. Dans les dépenses, en 2023, la part de l'impression et des droits d'auteur est très importante, puisque quand ça marche bien, effectivement, on réimprime et on paye des droits aux auteurs, ou à leur maison d'édition quand c'est des achats de droits, et les salaires se retrouvent marginalisés. En général, je pense que pour ça et là, la part des salaires est plus forte habituellement qu'elle n'est pour 2023. Voilà pour ça et là. Maintenant, prenons une maison d'édition toute jeune, beaucoup plus petite, qui est située à Nantes et qui, elle, s'occupe donc d'édition jeunesse. La Cabane Bleue a été créée en 2019, donc elle fait partie des jeunes structures. Elle a un chiffre d'affaires qui la place en catégorie C, mais pas loin de la catégorie D. Elle a été fondée, elle, par Angela Alleri et Sarah Hamon, qui toutes les deux étaient déjà des professionnels de l'édition, qui venaient de plus grosses maisons d'édition. Et elles ont créé cette maison d'édition par réaction à ce qu'elles avaient vécu dans leur première maison d'édition. Elles voulaient faire les choses différemment, du point de vue de l'éthique, des relations avec les auteurs et de l'écologie du livre. Elles ne sortent que 4 nouveautés par an, 2 par 2. Leur objectif est de travailler les livres en profondeur, à la fois dans la conception, mais aussi dans la commercialisation. Et du coup, elles s'autodiffusent. Elles veulent absolument avoir le lien avec les lecteurs et avec les libraires. Comme elles ont une approche écologique du livre, elles font des livres en impression en amalgame. Elles ont défini un format qui est obligatoire. Tous les livres entrent dans ce format. Et elles peuvent imprimer ainsi et réimprimer facilement en amalgame les ouvrages. Elles optimisent la place, l'utilisation de la feuille de papier, etc., etc. Dans leur aspect éthique vis-à-vis des auteurs, elles payent des avances, elles payent des droits, elles sont en transparence sur leur compte et convient les auteurs à venir aux AG. Elles se demandent d'ailleurs si elles ne vont pas passer en SCOP ou en SKIC.
Mais comme la rentabilité est très faible, elles ont des prestations complémentaires. Ces prestations font aussi partie de leur ADN, au sens où l'essentiel de leurs prestations se font sur l'écologie du livre. Voilà. Elles sont au bord du gouffre depuis 2022-2023. Heureusement, elles ont eu un prix attribué à la couverture que vous avez vue, la bonne idée de M. Johnson. Elles ont eu le prix du livre environnement en 2022. Et pour leur malheur, elles se situent en Pays de la Loire, qui n'est pas actuellement le livre la région la plus accueillante pour la culture. Du point de vue de leur chiffre d'affaires, on voit que le livre représente 71%, que les prestations représentent 12%, et que les subventions qui les aident à tenir représentent 11%. Alors quand on parle subventions, ce n'est pas que l'État, etc. Ça peut être des collectivités locales, mais ça peut aussi être des structures privées, voire étrangères. Voilà. Et comme on est en autodiffusion, on a une répartition des canaux des postes de dépenses, où on voit par exemple le poste salon et déplacement qui fait 17%. On voit que, comme le chiffre d'affaires est très faible, qu'ils sont donc une salariée et demie à temps plein, et ben, le poste salaire pèse lourd dans la balance. Un autre éditeur qui est très récent, puisqu'il a été créé en 2015, mais elle a beau être petite, elle fonctionne extrêmement bien. Elle fonctionne en autodiffusion, mais avec succès, en particulier la couverture que vous voyez sur le porteur de mort en est à plus de 20 000 exemplaires. Donc Plume Blanche, ça a été créé par Marion Baril alors qu'elle était encore étudiante à Bordeaux pour éditer les livres qu'elle avait envie de lire. Ces livres qu'elle avait envie de lire, c'est la littérature de l'imaginaire, la fantaisie, le fantastique, la science-fiction. Elle a un rythme de parution très cadencé, elle fait un livre par mois. Mais, ce qui est assez étonnant, elle a tellement une trésorerie qui est saine qui lui permet en septembre d'imprimer en amalgame tous les ouvrages de l'année pour pouvoir les promouvoir au mieux. Les 12 titres qu'elle publie sont, pour 10 d'entre eux, issus de projets de personnes qu'elle connaît, et 2 sont issus des 400 ouvrages, des 400 projets qu'elle reçoit par Internet. À la boîte à bulles, on reçoit, nous, 600 à 700 projets. Il y a tout un rôle de l'éditeur, de tri, qui est assez incroyable, et de conseil vis-à-vis des jeunes auteurs. La force de Plume Blanche, c'est d'avoir réussi à fidéliser des lecteurs. Quand on va voir ces pages Facebook, Instagram, ils ont 10 à 12 000 abonnés, ce qui est très bien, mais surtout, leurs posts sont likés par 500 personnes. Ce qui veut dire qu'il y a un taux d'engagement énorme. Et cette communauté est très fidèle, ce qui permet à Plume Blanche, sans avoir d'équipe commerciale, ils sont 2 en couple, à ce que les ventes soient importantes et que même, on le verra, les libraires viennent leur prendre leurs ouvrages alors même qu'ils ne font que 25% de remise en vente ferme. Alors, si on regarde donc les camemberts, on voit que les ventes en salon font 30%, les ventes sur site internet font 30%, donc on est vraiment sur des ventes directes qui sont prédominantes, mais que tout de même, 29% des ventes se font via les librairies, qui vont donc prendre en ferme, avec 25% de remise, les différents ouvrages. Si on regarde sur la répartition des coûts, on trouve une répartition que généralement moi je trouve assez saine, qui est celle des 4 quarts, c'est-à-dire un quart pour les salaires, un quart pour l'impression, un quart pour les droits d'auteur et un quart pour le reste. Sachant que effectivement dans le reste, c'est beaucoup de salons et de déplacements. De la toute petite maison d'édition, nous allons passer à une vénérable dame. Les éditions Terre Vivante ont été créées en 1979, donc elles ont 45 ans. Et elles étaient à l'origine éditrices uniquement d'un magazine qui s'appelle Les 4 saisons du jardinage. Donc aujourd'hui,
C'est une maison d'édition qui fait aussi beaucoup de livres, c'est même la majorité du chiffre d'affaires, puisque c'est 60%. Cette maison d'édition a été créée par 7 mercenaires qui étaient des tenants de l'écologie. Et donc ils ont créé un magazine, puis en 82 ils ont créé leur premier livre, publié leur premier livre, et en 94 ils ont voulu mettre leurs paroles avec, en phase avec leurs actions, puisqu'ils ont créé un centre écologique dans l'Isère. Donc ils sont partis de la région parisienne, les bobos qui partent en province c'est assez classique, et eux étaient précurseurs dans le genre, et ils sont installés donc en Isère, et en 2005 la société est devenue une SCOP. Et le dirigeant actuel, Olivier Blanche, lui est arrivé en 2015. C'est une maison d'édition qui a un chiffre d'affaires beaucoup plus conséquent, qui publie 45 à 55 nouveautés par an, essentiellement donc dans du livre pratique, jardinage, écologie. La maison d'édition n'a pas connu un long chemin tranquille, puisque en 96 et 2011, elle a failli déposer le bilan, et qu'il a fallu faire appel au public pour redresser les comptes. Et maintenant, après une année euphorique en 2020, tout le monde a cultivé son jardin en 2020 avec le confinement, et donc il fallait de la documentation. Donc Terre Vivante a fait une année exceptionnelle. Et maintenant, retour de bâton, tout le monde est arrivé sur le secteur, tout le monde a envahi le secteur, et cette année est assez catastrophique, puisque le résultat est de moins 8%, sur un chiffre de 4,5 millions, c'est pas mal. Heureusement, comme énormément de sociétés le font, ils avaient gardé tous leurs résultats en compte, en report, et du coup, ça permet d'amortir les phases de crise. Voilà. Pour cette maison d'édition, c'est un peu différent les slides, puisque globalement, on a la répartition par canal. Effectivement, 71% des livres se font en vente en librairie puis via Dilesco. Une particularité, c'est que comme ils ont un magazine, ils font pas mal de ventes à distance. Donc par les publicités, par les encarts, etc. Et d'ailleurs, l'entreprise a un secteur marketing qui est fort de 9 personnes. Et au total 26 salariés, 24 salariés. Et il y en a 5 à l'édito, mais 9 au marketing, qui s'occupent à la fois du journal, à la fois du magazine et à la fois du centre. Une évolution qui montre effectivement l'envahissement du secteur du livre pratique écologique, c'est que les magasins bio ne représentent plus que 10% des ventes. Le chiffre d'affaires avec les magasins bio a été divisé par 3 ces dernières années. Et dans la répartition de leurs coûts, on retrouve des salaires à 20-25%, des imprimeurs à 37% et des droits d'auteur à 15%. Dans le livre pratique, on est sur des droits d'auteur inférieurs à ce qui se pratique par exemple dans la bande dessinée. Une maison de taille intermédiaire et d'ancienneté intermédiaire, c'est la maison d'édition Anacarsis, qui elle est spécialisée dans le livre d'histoire, dans la littérature issue de l'histoire. Elle a été fondée en 2000 par Charles-Henri Lavielle et Franz Olivier, alors qu'ils étaient en DEA d'histoire. Ils consultaient des ouvrages, des textes anciens, et ils ont trouvé que ces textes méritaient d'être retraduits, d'être remis à la disposition du public, et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure Anacarsis. Ce duo est devenu un trio en 2008 avec l'arrivée de Cécile Troussel. Et je sais plus à quelle époque, excusez-moi, ils sont passés, en 2014 en SKIC, pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est pour garantir que tout l'argent qui est dans la maison reste dans la maison, que les subventions, etc., ne sont jamais redistribuées à des intérêts privés. Et pourquoi une SKIC ? Parce qu'en fait, sur les 3 mousquetaires d'Anacarsis, un des 3, en particulier donc Charles-Henri, n'est pas salarié de la structure, et que du coup, s'ils avaient été en SCOP, ils n'auraient pas pu avoir voix au chapitre. Voilà, Charles-Henri qui s'adonne à plein d'autres activités, dont la responsabilité de Hop Libris, vous le verrez plus tard. La maison d'édition a 200 titres au catalogue, 13 à 15 nouveautés par an, 8% de droits et 800 € d'avance pour les textes.
Depuis quelque temps, la maison d'édition fait aussi de la fiction et non pas que du livre historique. Donc les 8% de droits, c'est justement pour les créations de fiction. Si on regarde la répartition, on voit que les livres représentent 66%, que les cessions de droits à la SOFIA représentent 7%, et que les financements autres représentent 27%. Le mot subvention est un peu abusif, puisque là-dedans, il y a des intérêts privés, il y a des ouvrages de l'étranger qui viennent avec des aides, etc., etc. Voilà. Et comme on l'a vu, puisque c'est une entreprise qui confie sa distribution, l'essentiel du chiffre d'affaires se fait via le distributeur-diffuseur qui est Harmonia Mundi. Et quand on regarde des postes de dépenses, on retrouve cet équilibre des 4 quarts que j'appelle salaire 25%, impression 31%, droit d'auteur 21%. Donc à noter que les salaires et cotisations ne comportent pas un des 3 leaders de l'aventure. Et pour terminer, les éditions Macula. Donc Macula, c'est aussi une vieille dame, puisque c'est 45 ans d'âge. Mais cette vieille dame qui publie des livres autour de l'art, de la science humaine, mais liée à l'art, avec des ouvrages de référence qui sont repris en permanence dans les programmes de l'agrégation et de diverses facultés, a été reprise par Véronique Yersin en 2010, alors que la maison d'édition était en déshérence et qu'on ne retrouvait pas de repreneur. Il se trouve que Véronique Yersin, qui vient du monde de l'art, des expositions, et de nationalité suisse. Donc pour reprendre la société, elle a monté une fondation de droit suisse avec des mécènes venus de l'art qui ont permis de racheter la société et qui ont permis aussi de financer le développement de la société. Pardon, qu'est-ce que j'ai foutu une connerie? C'est bon. Puisque on voit que dans le financement de la société, la vente de livres ne fait que 23%, les subventions 21%, mais que les fonds propres, donc autorisés par cette fondation, représentent la moitié du chiffre d'affaires en 2023. La maison d'édition publie 8 à 10 nouveautés par an. C'est des livres extrêmement compliqués à faire puisqu'il y a énormément d'iconographie, de recherche et tout ça. Les directeurs éditoriaux, ce sont des freelances qui sont spécialisés dans des domaines extrêmement pointus chacun. Voilà. Et du coup, quand on regarde les fameux camemberts, vu qu'on est en diffusion, on a encore 85% qui se passe en librairie, très peu de ventes directes, 15%. Et du point de vue des frais, on a des salaires, on a beaucoup de travail de graphiste sous-traité qui pèse lourd. On a des impressions qui pèsent leur quart, comme d'habitude, et des droits d'auteur inférieurs, puisque c'est beaucoup de livres de patrimoine. Diffusion par les belles lettres. Et l'inquiétude pour Macula, c'est que de plus en plus de librairies suppriment leur fonds beaux livres. Et que du coup, pour faire tourner le fonds, c'est de plus en plus compliqué. Voilà. En conclusion, quand on voit ces parcours, chacun venu avec une motivation différente, on voit que la vocation d'éditeur, elle vient de la passion du livre. On ne vient pas faire éditeur pour faire de l'argent dans l'édition. On y vient vraiment par envie. La plupart des gens réduisent leurs revenus quand ils en avaient avant, quand ils arrivent dans l'édition. Voilà. Et toutes ces maisons d'édition, je laisse au dessinateur la responsabilité de ses écrits. Voilà. On n'est pas éditeur par... alors, certaines maisons d'édition passent de petite à grande, et c'est heureux. Mais globalement, si on continue 40 ans à travailler dans des maisons d'édition pour toucher des revenus aussi modiques, c'est vraiment que c'est la passion qui anime, une passion qui est différente pour chacun. La deuxième point très important, c'est que quand on regarde les bilans de ces sociétés, la plupart du temps, elles ne distribuent pas leurs revenus. C'est-à-dire que même s'il peut y avoir des bénéfices une année, ils ne servent pas à engraisser quelqu'un, elles servent à stabiliser la société.
elles servent à la pérenniser. Donc, tous les revenus sont en général mis en réserve et sont réutilisés dans les mauvaises années pour amortir les chutes. Donc, c'est très important. Et le statut des SCOP, etc., l'oblige en plus. Un troisième point, c'est que, on le voit, toutes les sociétés, quasiment, ont besoin à un moment ou l'autre dans leur parcours d'aide, de faire appel à la subvention, voire au lecteur, pour survivre. Donc c'est vraiment important, tout ce poste-là, quoi qu'en disent les politiques, quoi qu'on aille vers la trumpisation des esprits, c'est fondamental pour ces maisons d'édition d'avoir accès à des aides au fil de leur vie et au moment critique, puisqu'on l'a vu, beaucoup d'entreprises ont des moments où elles manquent de déposer le bilan. Et si ça et là avait déposé le bilan, eh ben ça veut dire que les ouvrages qui ont eu l'ouvrage de Martin Pinchot n'auraient jamais vu le jour, n'auraient jamais été pris d'Angoulême. Voilà. Donc ce rôle est fondamental et on a réellement besoin d'aide de façon assez structurelle, mais surtout au moment où les entreprises battent de l'aile. Enfin, si on était des bons gestionnaires, on pilonnerait un tour de bras. Moi, quand je reçois mon état d'Hachette, tous mes livres sont en surstock quasiment. Hachette me dit, vous n'êtes pas dans les clous. Voilà. Ben, c'est à peu près toutes les entreprises du livre, les petites entreprises qui ont à cœur de garder leur catalogue, de faire vivre leurs ouvrages, de les défendre sur le long terme. Et du coup, nous avons tous dans nos maisons d'édition, excusez-nous, messieurs les experts comptables, trop d'ouvrages en stock. Voilà. Il faut qu'on les provisionne, effectivement, mais on le fait parce qu'on fait ce métier par passion et parce qu'on veut faire vivre les livres. Merci beaucoup. Bonjour, Thomas Savary, Société du Cœur à l'Ouvrage. J'avais une question technique sur les camemberts. Donc on voit le coût d'impression, mais rien sur correction, mise en page, maquette. Est-ce que en fait, donc, ces coûts sont intégrés à impression ou bien est-ce qu'ils n'ont pas été pris en compte tout simplement? Alors moi je vais répondre pour mes camemberts à moi. Alors soit ils sont en salaire, s'ils sont en interne, soit en général ils sont en divers parce qu'ils sont sous-traités. Voilà. Alors quand certains avaient des gros, une importance de la partie maquette par exemple et sous-traité, je les fais apparaître. Mais sinon effectivement ça se cache soit dans les salaires, soit dans le divers et donc les prestations sous-traitées. Oui, bonjour. Juste une précision, les salaires sont en brut ou en net? Alors, la question était, qui a été posée dans le questionnaire était quel est le montant perçu annuellement. Donc, j'imagine que je suppose que les répondants ont considéré en donnant des réponses sur le net. Bon, très bien. Je vois que vous avez bien entendu le message. On a gagné 3 minutes sur les 10 minutes. Donc, je vais juste en poser une, votre question. Sur la question des aides, ça serait vraiment intéressant, je crois qu'à un moment donné, on réfléchisse à ce que c'est véritablement, à quoi ça correspond entre aide publique ou alors recherche de financement parallèle. Parce que dans un moment où systématiquement on parle d'assistanat dans la culture, il serait important que cette partie-là qui finance parfois l'édition soit étudiée en détail. Voilà, merci. Et bien après, on se retrouve 10 minutes pour pouvoir prendre quelques cafés et puis on fait le changement de plateau ou alors vous pouvez rester bien sûr et ça continue. Voilà, merci. Merci, au revoir.